Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de la CPME Nouvelle-Aquitaine organisé en lien avec ses 12 unions départementales et avec la DREAL, donc Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine. Donc je suis en compagnie aujourd'hui de Virginie Albert, chargée de mission éco-énergie tertiaire à la DREAL, et Patrice Grégoire, qui est chef de projet pour accélérer la responsabilisation des acteurs économiques en matière de transition écologique. Avant que je laisse la parole à mes invités pour qu'ils se présentent et qu'ils vous parlent plus en détail du décret éco-énergie tertiaire, je vais vous rappeler juste quelques règles de fonctionnement donc, de la plateforme. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour vous saluer, vous dire bonjour. Voilà, je vois qu'il y en a qui ont commencé. En revanche, toutes vos questions pour nos intervenants devront être posées dans l'onglet questions, donc en bas à droite, juste à côté de l'onglet chat. Ça nous permet de pouvoir trier les questions puisque dès qu'une question est posée, vous pouvez la voir et vous pouvez voter pour cette question si jamais elle vous intéresse. Ça nous évite qu'il y ait 4 fois la même question. Ça donne voilà, un poids à la question et nous, ça nous permet de les ranger par ordre d'importance pour y répondre au plus vite aux questions qui intéressent le plus de gens. Voilà, écoutez, je vais laisser donc la parole à Virginie ou Patrice, du coup, qui commence, je ne sais pas. Est-ce que tu veux intervenir avant ma présentation, Patrice? Juste une phrase. Merci à vous tous de participer à ce webinaire qui porte sur un dispositif extrêmement important puisque c'est juste le squelette, la colonne vertébrale de la trajectoire de décroissance de la consommation énergétique et de décarbonation du tertiaire. Ça n'est rien d'autre que cela. Donc, c'est un dispositif réglementaire absolument essentiel qui porte sur 30 ans, ce qui est… Il n'y a pratiquement pas de comparaison dans l'ensemble de la réglementation écologique française. Donc, voilà, c'est donc un dispositif à prendre extrêmement au sérieux et il ne vous aura pas échappé que le contexte énergétique et climat ne va qu'en se renforçant, y compris avec des situations géopolitiques extrêmement graves. Voilà, donc prenez ce dispositif avec vraiment tout le sérieux qu'il mérite. Et je passe la parole à Virginie Albert, qui a plein de choses intéressantes à vous dire autour de ce dispositif et pour répondre à vos questions. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Alors, peut-être juste, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On fera des petites pauses régulièrement entre les différentes parties pour y répondre. Ok, donc je peux démarrer, Meryl, c'est bon? Oui, Virginie, je te laisse la parole. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, oui, je suis Virginie Albert, chargée de mission éco-énergie tertiaire à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, donc Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui le dispositif éco-énergie tertiaire. Alors, j'ai un petit souci à faire avancer mes diapos. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, excusez-moi. Donc, un petit point de vigilance. Le support que je vous présente aujourd'hui s'appuie sur les dispositions réglementaires, les guides dont on dispose. Toutefois, il y a encore des éléments qui sont attendus. Donc c'est vrai que c'est au regard des informations jusqu'au 14 mars. Et il peut y avoir des éléments complémentaires qui arrivent dans les semaines et mois à venir. Ma présentation donc portera d'une part sur pourquoi cette obligation existe, quels sont les bâtiments concernés, quel est le principe de ce dispositif, notamment les objectifs à atteindre, comment respecter cette réglementation. Il y aura également un point sur les aides et enfin quelques ressources et contacts identifiés. Alors, pourquoi cette réglementation a été mise en place ? Donc, face au changement climatique, donc la France prévoit différentes dispositions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Et l'une des manières de limiter ces émissions de gaz à effet de serre, c'est de réduire sa consommation d'énergie. Donc, si on regarde aujourd'hui en termes de bâtiments, quels sont leurs impacts? On constate qu'en France, les bâtiments au sens large, à savoir aussi bien ce qui peut être pour le tertiaire que pour les logements, c'est 46% de nos consommations d'énergie finale. Donc, c'est quand même près de 50%, c'est énorme. Et c'est un quart de nos émissions de dioxyde de carbone, de gaz à effet de serre. Le secteur tertiaire, dans tout ça, eh bien, en fait, il représente un tiers des consommations des bâtiments tertiaires. Et ce qu'on constate aussi sur ces bâtiments, c'est qu'on va avoir un parc qui est relativement ancien, pour la moitié du parc. Et vous avez ici deux données, le 240 kWh par mètre carré et le 50 kWh par mètre carré, qu'on peut comparer. Et c'est la comparaison entre un bâtiment ancien, construit avant 1975, et un bâtiment neuf. Donc la différence n'est pas négligeable. En Nouvelle-Aquitaine, le secteur tertiaire, c'est 76 millions de mètres carrés, 12% de la consommation d'énergie régionale et 8% des émissions de gaz à effet de serre. Une facture énergétique non négligeable de 2,5 milliards d'euros, soit 13,5% de la facture énergétique régionale. Donc, ce dispositif éco-énergie tertiaire, il est là pour répondre à un objectif double, à savoir un objectif qu'on s'est fixé globalement pour le parc tertiaire, un objectif national, de réduire de moins 40% les consommations de ce parc en 2030, moins 50 en 2040 et moins 60 en 2050. Il y a aussi un autre objectif qui est bien sûr l'amélioration du confort et du fonctionnement de ces bâtiments. Cette réglementation, elle se met en place petit à petit. Elle a démarré avec la loi du 23 novembre 2018, la loi Elan. Et donc, différents textes sont parus et sont encore à paraître pour préciser l'ensemble des dispositions de cette réglementation. Alors, quels sont les bâtiments concernés ? Donc déjà, qu'est-ce que le tertiaire? Donc il y a plusieurs manières il y a deux manières de le définir qui sont pas du tout contradictoires et plutôt complémentaires, deux approches différentes. Soit on regarde le secteur tertiaire comme la complémentarité du secteur primaire et secondaire, soit on prend la définition de l'INSEE qui précise que le secteur tertiaire, c'est le tertiaire principalement marchand, commerce, transport, activité financière. Vous avez la liste entre parenthèses. Et vous avez également le tertiaire non marchand. Donc là, on va retrouver toutes les administrations, l'enseignement, la santé. Quelques exemples de bâtiments qui représentent le tertiaire, commerce, bureau, établissement scolaire, piscine. Vous avez une petite liste sur votre droite. Et là, je vous ai mis une ressource utile qui finalement va vous apporter un certain détail sur les catégories tertiaires qui sont assujetties à cette réglementation. Donc, c'est un assujettissement large. Large déjà parce que les obligations concernent à la fois les propriétaires, les preneurs à bail. Il est imposé dès lors qu'on dépasse un seuil de 1000 m² de surface tertiaire. Donc attention, il ne s'agit pas forcément de la surface d'une seule entreprise, mais ça peut être un cumul d'entreprises qui dépasse ce seuil de 1000 m². Je reviendrai sur plusieurs diapos sur cette notion de seuil. Ça concerne à la fois les surfaces chauffées et non chauffées, tous les bâtiments, quelle que soit leur année de mise en service. Et il y a de très rares exceptions. Donc là, en plus petit, vous avez les références pour trouver justement quelles sont ces exceptions. On a par exemple les lieux de culte ou encore des bâtiments à des fins très opérationnelles, à des fins de défense par exemple. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on aurait à minima 53 000 établissements assujettis en Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est un chiffre qui est vraisemblablement minoré. Donc, le seuil de 1000 m² que j'ai évoqué il y a un instant. Donc, comment on se situe par rapport à ce seuil? Il y a trois cas de figure. Soit vous êtes dans un bâtiment qui est exclusivement alloué à un usage tertiaire et qui dépasse une surface de 1000 m². Vous pouvez avoir plusieurs entreprises dans ce bâtiment. Ce bâtiment sera soumis à éco-énergie tertiaire.
Le deuxième cas de figure, ce sont des bâtiments à usage mixte. Donc, vous avez, par exemple, une partie occupée par des logements et une partie occupée par des activités tertiaires. Dès lors que la partie tertiaire dépasse les 1000 m², eh bien, il y aura un assujettissement. Le troisième cas de figure, c'est donc un cas avec potentiellement plusieurs bâtiments qui sont situés sur une même unité foncière ou sur un même site. Donc, l'unité foncière, en fait, c'est un ensemble de parcelles mitoyennes qui sont détenues par un même propriétaire. Le site, par contre, ça va être plutôt donc des bâtiments proches les uns des autres avec un unique gestionnaire. Donc, si vous êtes sur une unité foncière ou sur un site, vous allez devoir cumuler l'ensemble des surfaces tertiaires pour voir si elles dépassent ce seuil de 1000 m². Et là, vous saurez si vous êtes assujetti ou pas. Le cumul de surface se fait principalement sur les surfaces planchées. Et un point à avoir en tête, c'est que si vous réduisez vos surfaces pour une raison de démolition, de changement d'affectation, même si vous passez au-dessous du seuil de 1000 m², vous resterez assujetti à cette réglementation. Là, j'ai prévu quelques cas pratiques pour pouvoir un petit peu mieux comprendre comment examiner son assujettissement et voilà, les différents cas qui peuvent se présenter. Le premier cas, c'est un bâtiment avec des activités uniquement tertiaires. Donc là, nous avons un bureau, un bâtiment A qui accueille exclusivement des bureaux. Donc là, pour savoir si vous êtes assujetti, vous cumulerez les surfaces sur ce bâtiment. Et donc, vous verrez si oui ou non vous dépassez le seuil de 1000 m². Deuxième cas de figure, vous avez donc un bâtiment à usage mixte. Donc là, on peut avoir des bureaux, une partie résidentielle avec des logements, des commerces. Donc là, pour évaluer votre assujettissement, vous ne ferez le cumul de surface que sur les bureaux et les commerces. Troisième cas pratique, donc là, on est sur une parcelle cadastrale ou une unité foncière, donc des parcelles mitoyennes qui donc appartiennent au même propriétaire. Vous avez deux bâtiments, un bâtiment A, un bâtiment B, l'un exclusivement occupé par des bureaux, l'autre avec un usage mixte. Eh bien, pour savoir si donc, il y a un assujettissement, vous devrez cumuler les surfaces tertiaires du bâtiment A et du bâtiment B. Quatrième cas de pratique, donc là, on est plutôt dans la situation d'un site avec le siège d'une entreprise qui occupe deux immeubles qui sont situés de part et d'autre d'une route. Donc, dans ce cas de figure, eh bien, vous devrez cumuler les surfaces des deux immeubles qui correspondent à une activité de bureau pour savoir si vous dépassez le seuil de 1000 m². Un autre exemple un petit peu différent, donc là qui est plutôt pour vous faire comprendre qui au final est assujetti à la réglementation. Donc là nous avons un bâtiment dans une copropriété qui fait 3000 m², nous avons 3000 m² de locaux et une partie de ces bâtiments est occupée par des activités tertiaires, un restaurant de 400 m², des bureaux de 900 m². Et bien donc là, nous serons assujettis parce qu'il y a un cumul 400 plus 900 qui nous amène à 1300 m² de surface tertiaire. Et les assujettis donc, au dispositif seront d'une part les copropriétaires, mais également l'occupant tertiaire 1 du restaurant et l'occupant tertiaire 2 des bureaux. J'en ai fini pour cette partie sur qui est concerné. Donc Meryl, si vous souhaitez, on peut faire un petit temps de questions-réponses, sinon je peux poursuivre. Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions, donc vraiment, n'hésitez pas, hein, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Mais du coup, Virginie, je vais te laisser continuer pour le moment et on reverra après cette partie-là si jamais il y a des questions. Ah, si, il y a une question qui arrive. Alors, hop, alors, on va démarrer. Un bâtiment en centre-ville de Bordeaux peut-il être assujetti, sachant qu'il fait partie d'un quartier UNESCO ? Oui, tout à fait. Si vous êtes dans un bâtiment patrimonial, avec un enjeu patrimonial, vous pouvez tout à fait être assujetti. Par contre, on le verra plus tard dans ma présentation, il peut y avoir des adaptations des objectifs de réduction pour certaines typologies de bâtiments. Mais c'est vraiment l'activité
du bâtiment qui déclenche l'assujettissement. D'accord. Donc, la protection UNESCO ne fait pas partie des exclusions. Voilà, ne fait pas partie des exclusions. D'accord. Et alors, on a d'autres questions dans le chat. Les entrepôts sont-ils soumis? Oui, les entrepôts sont soumis. Les entrepôts sont une activité tertiaire, donc ils sont soumis au dispositif. Le seul petit bémol, c'est quand on parle de zones tampons associées à un atelier, qui sont vraiment le flux tendu associé à une activité industrielle, où là, effectivement, on n'aura pas forcément à prendre cette partie-là en considération dans le calcul, dans le cumul des surfaces. Par contre, les entrepôts de stockage de produits finis sont bien sûr à prendre en considération. Ok. Alors, on a une autre question. Pourquoi les copropriétaires sont-ils concernés au même titre que les entreprises A et B? Parce qu'en fait, la copropriété sera responsable d'un certain nombre de mesures. Là, j'en parlerai dans la suite de ma présentation. Ils seront responsables d'un certain nombre de mesures à prendre pour réduire les consommations d'énergie. Donc, c'est la raison pour laquelle on a une double responsabilité, à la fois l'occupant ou le preneur à bail et le propriétaire, pour que chacun participe aux efforts de réduction de consommation. D'accord. Et alors, il y a eu encore une question. Je pense que ça, du coup, ça va certainement être détaillé dans la suite. Mais du coup, qui prend en charge financièrement les démarches quand il y a un propriétaire et des locataires? Et qui prend en charge ensuite les travaux à réaliser? Oui, ben, j'en reparlerai. C'est vraiment au regard des responsabilités des uns et des autres. Donc, dès lors que… Bon, j'y reviendrai, j'ai une diapo sur ce point-là. Donc, j'expliciterai davantage les choses à ce moment-là, je pense. Ok. Et alors, la personne, du coup, qui avait posé la question sur les entrepôts nous demande est-ce que les entrepôts sont soumis même s'ils ne sont pas chauffés? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous prenez la notion de chauffé ou non chauffé n'influe pas sur le cumul des surfaces. C'est toutes les surfaces. Sur une activité d'entreposage, on peut avoir quand même des consommations électriques. C'est vrai que le chauffage est quand même toujours un gros poste dans les bâtiments, mais il y aura un effort à faire également sur les entrepôts pour les consommations résiduelles. Bon, dès lors qu'on est sur des entrepôts de froid, là, on peut avoir vraiment un enjeu plus important, mais la notion de chauffer, non chauffer n'intervient pas. Ok. Et enfin, une dernière question avant qu'on avance. Ayant manqué le début de la vidéo, les bâtiments touristiques sont-ils concernés? Les bâtiments touristiques, alors qu'est-ce qu'on entend par bâtiment touristique Peut-être que la personne qui a posé la question peut préciser dans le chat quelle est l'activité exactement. Bon, on va lui laisser le temps de répondre. Et on a encore une question. Les chais de stockage d'eau de vie sont-ils soumis? Les chais de stockage d'eau de vie, alors, si on est sur des stockages de matières premières, ça ne rentre a priori pas en considération. Si on est sur des stockages de produits finis, ça peut. Oui, ça peut. Après, la personne peut revenir vers moi pour détailler un petit peu plus les choses par rapport à cette activité de stockage. Oui, si c'est du produit fini, potentiellement, ça peut l'être, oui. D'accord. Et un stockage de longue durée, entre guillemets, pas la notion de stockage tampon, comme je pouvais en parler tout à l'heure. D'accord. Et donc, la personne qui avait posé la question par rapport au tourisme, donc c'est les gîtes. Oui, les gîtes. Alors, donc les gîtes, effectivement, on peut être sur des structures qui sont plutôt associées à des structures de logement. Donc, il y a je pourrais répondre précisément à la personne. Il y a une question-réponse très bien faite. Donc, par rapport à ce point-là et tout ce qui est hébergement touristique, pour savoir si oui ou non on est dans une situation d'activité tertiaire ou pas. Donc, je pourrais, si c'est possible, de noter la question et je renverrai la référence de questions-réponses. Il y a 100 questions-réponses aujourd'hui sur cette réglementation, donc je n'ai pas tous les numéros en tête, mais je répondrai précisément.
Ok, bon, super. Alors, on prendra peut-être les autres questions après, ou il y en a une dernière. Pourquoi les locaux industriels ne sont-ils pas concernés? Y a-t-il d'autres dispositions pour les locaux industriels? Les locaux industriels ne sont pas concernés, certes, mais si vous êtes sur un site industriel, vous pouvez être concerné. Je m'explique. Dès lors que vous avez des bureaux, on en a parlé, des entrepôts, une cantine, vous devez cumuler toutes les surfaces tertiaires qui sont présentes sur votre site industriel. Et vous pouvez, dans certains cas, dépasser le seuil des 1000 m². Donc, vous pouvez être concerné. Après, pour l'activité purement industrielle, non, on n'est pas, c'est pas l'objet de cette réglementation. Donc, c'est assez logique que les activités industrielles sont visées par d'autres réglementations. Donc là, on n'est pas dans le champ du dispositif éco-énergie tertiaire. Ok, merci. Eh bien, je vais vous laisser reprendre du coup la suite de la présentation et puis vous pouvez continuer à poser vos questions. On refera une pause à la fin de la prochaine partie. Donc là, je vais vous parler des objectifs de réduction de consommation prévus par cette réglementation. Donc, j'ai évoqué l'objectif national global qu'on retrouve un petit peu ici comme premier objectif. En fait, nous avons deux types d'objectifs proposés pour cette réglementation. Le premier, donc, qui se rapproche de ce que j'ai évoqué en début de présentation, le moins 40 en 2030, moins 50 en 2040, moins 60 en 2050. Donc là, vous devez réaliser une réduction en pourcentage par rapport à une année de référence que vous choisissez, une année de consommation d'énergie que vous choisissez. Donc ça s'appelle, cet objectif-là, l'objectif en valeur relative. Il y a un second type d'objectif qui est proposé, c'est l'objectif en valeur absolue. Et dans ce cas, vous devez atteindre une consommation seuil qui est définie pour la catégorie tertiaire que vous exercez. Donc, je m'explique, si vous exercez une activité de bureau, eh bien, il y aura un seuil spécifique pour les activités de bureau qu'il conviendra d'atteindre. Et donc, cette valeur cible, elle est établie au regard de ce qu'on appelle les meilleures techniques disponibles qui correspondent aux standards des bâtiments neufs. Donc, vous n'aurez pas de choix à faire. Vous pouvez vous diriger vers l'une ou vers l'autre de ces valeurs. Simplement, il faut respecter l'une ou l'autre à l'échéance, à la première échéance de 2030, voire aux échéances suivantes. Vous avez la possibilité de mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie du patrimoine. C'est-à-dire que si vous avez un parc tertiaire très important sur le territoire national, par exemple, une cinquantaine de bâtiments, si vous avez des bâtiments qui sont très, très vertueux, et qui finalement ont dépassé l'objectif, vous avez entre guillemets un gain de consommation d'énergie que vous pouvez reporter sur un bâtiment qui sera beaucoup moins performant et qui n'aura pas encore atteint son objectif. Donc, pour vous expliquer un petit peu les raisons de ces deux objectifs, parce que c'est vrai qu'on aurait pu s'arrêter à un seul, mais finalement, le législateur en a prévu deux. Donc là, vous avez ce graphique que je vais vous expliquer, qui donc illustre la situation de deux bâtiments qui exercent exactement le même type d'activité. On va repartir sur l'activité de bureau, par exemple. Et vous avez deux bâtiments, mais un bâtiment qui est peu performant, qui n'a pas fait l'objet de rénovation énergétique, relativement ancien, et vous avez un bâtiment plus performant, soit un bâtiment très récent, ou soit un bâtiment qui a fait l'objet de grosses rénovations. Donc, si on prend le cas du numéro 1, du bâtiment peu performant, il part d'un niveau de consommation d'énergie assez élevé. Et donc, si on regarde la situation qu'il doit atteindre en 2030, eh bien, s'il se dirige vers le moins 40, donc il aura donc un effort conséquent à faire, mais finalement, qui sera un effort moindre que s'il se dirige vers l'objectif en valeur absolue. Donc là, vous avez l'objectif
en valeur absolue qui est indiquée ici par la petite pile. Donc finalement, ce bâtiment peu performant, il aura plutôt tendance à se diriger vers l'objectif en valeur relative, même si rien ne l'empêche, s'il le souhaite, d'être le plus verte possible et d'aller vers l'objectif en valeur absolue. Maintenant, si on prend le cas du bâtiment numéro 2, qui est un bâtiment très performant, donc il part d'un niveau de consommation bien moindre que notre bâtiment numéro 1, et donc, s'il se dirige vers l'objectif en valeur absolue, eh bien, il devra atteindre ce niveau de consommation d'énergie. Par contre, s'il choisit l'objectif en valeur relative, ben, ce sera plus pénalisant pour lui. Il aura un effort supplémentaire à faire, mais même, on peut dire que cet objectif sera potentiellement inatteignable parce que cette valeur absolue s'appuie sur les standards actuels des bâtiments neufs. Donc ça, c'est vraiment pour bien comprendre pourquoi finalement cette réglementation propose 2 objectifs. Vous choisissez l'un ou l'autre et il suffit d'atteindre l'un ou l'autre pour respecter la réglementation. Sur quel périmètre donc s'impose cet objectif? Donc comme on l'a vu, je reprends l'exemple de tout à l'heure, on a donc 3 assujettis sur ce bâtiment. Et donc, vous aurez un objectif qui sera défini pour le restaurant, d'une part. Il aura son propre objectif pour ses 400 mètres carrés. Et il y aura un second objectif qui sera établi pour l'autre occupant par les bureaux. Et il s'agit finalement de 2 entités fonctionnelles distinctes. Chacune aura son propre objectif. Si je reviens sur l'objectif en valeur relative, donc cet objectif nécessite de choisir une année de référence, à partir de laquelle on viendra donc positionner nos pourcentages. Cette année de référence, on l'a choisie entre 2010 et 2019 sur 12 mois consécutifs, mais on n'est pas obligé forcément d'être sur une année calendaire. Si vous ne faites pas de choix, ce sera une année par défaut qui sera retenue. La première année de consommation déclarée, donc cette notion de déclaration, j'y reviendrai plus tard dans ma présentation. La consommation de référence est ajustée selon les variations climatiques. En fait, cet ajustement se fait car si on veut être en mesure de comparer des années de consommation, il faut éviter d'avoir par exemple un événement climatique très très rude qui viennent un petit peu, on va dire, faire disparaître les efforts de réduction de consommation que vous auriez pu faire. Donc, il y a cette nécessité de faire un ajustement selon les variations climatiques, de moyenner les consommations. Vous voyez en vert donc ce petit calcul relativement simple pour obtenir sa consommation en valeur relative, donc le moins 40, moins 50, moins 60, par rapport à cette fameuse consommation de référence que vous avez choisie. Alors, je reviens sur donc le choix de l'année de référence. Donc, comme je vous l'ai expliqué, elle peut être choisie sur une période de 10 ans. Par contre, on peut se dire que ça peut être quand même assez compliqué d'aller choisir cette année de référence et de connaître toutes ses consommations. Donc, il n'y a pas d'obligation de déclarer ses consommations de 2010 à 2019. Par contre, vous devez avoir cette réflexion, malgré tout, pour choisir votre année de référence. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, si vous avez un bâtiment peu performant, vous n'avez pas fait de travaux de rénovation sur votre bâtiment, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans les 10 dernières années pour décider de votre année de référence parce que vous êtes finalement sur une consommation qui sera à peu près équivalente sur ces 10 années-là. Donc, vous pouvez rester sur une année relativement récente. C'est à peu près la même chose sur un bâtiment très performant, d'autant plus que sur un bâtiment très performant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, potentiellement, vous aurez plutôt intérêt à aller vers un objectif en valeur absolue. Par contre, si vous êtes sur un bâtiment qui a fait l'objet de rénovation énergétique assez conséquente entre 2010 et 2019, et là, je vous ai mis une petite illustration pour comprendre la situation dans laquelle vous pourriez être, eh bien, vous avez une consommation qui était relativement élevée, vous avez fait des travaux de rénovation, on voit la flèche orange, action de réduction de consommation, et là, vous êtes vraiment descendu quand même à un niveau bien inférieur.
Eh bien, si vous choisissez une année de référence sur la période avant vos travaux, vous avez la possibilité de valoriser les travaux que vous avez réalisés dans l'atteinte de vos objectifs. Et là, dans ce cas de figure-là, ça peut être intéressant pour vous d'aller faire une recherche un petit peu plus approfondie sur toute la période, ou du moins sur la période avant la réalisation de vos travaux. Dans tous les cas de figure, donc, vous pouvez aussi vous exonérer de cette réflexion sur l'année de référence en vous disant, de toute façon, moi, je veux être vertueux, avoir une démarche la plus vertueuse possible et je vais me diriger vers l'objectif en valeur absolue. Et donc là, la réflexion à avoir sur l'année de référence a moins d'importance. Alors, l'objectif en valeur absolue. Donc, ce niveau s'exprime par la petite abréviation CEAPS. Et donc, il est fonction de la consommation de bâtiments nouveaux de la même catégorie. Donc, pour chaque catégorie tertiaire, il va y avoir une valeur qui sera proposée. Cette valeur s'appuie sur des rythmes d'utilisation et des indicateurs d'intensité d'usage de référence, donc les temps d'occupation moyens, les densités d'occupation moyenne. Il y aura donc une valeur qui sera proposée pour chaque décennie et cette valeur, CEAPS, s'appuie sur deux composantes. En résumé, une composante qui porte plutôt sur le chauffage, la ventilation et la climatisation connue pour un type de locaux tertiaires et la deuxième composante, la composante use, qui va plutôt porter vraiment sur les activités spécifiques, typiquement donc propres à une activité de restauration ou à une activité d'hôtellerie ou à une activité de commerce. Une partie de ces valeurs absolues, donc la partie CVC et la partie use, sont déjà parues. Donc elles sont disponibles dans des arrêtés ministériels pour les bureaux, écoles primaires, secondaires, entrepôts. Par contre, il y a toute une partie qui n'est pas encore donc finalisée et on devrait donc avoir les valeurs définitives pendant le second semestre 2022. Par contre, si vous souhaitez savoir si votre sous-catégorie va bien avoir une valeur, vous avez la liste des catégories et propositions de segmentation qui font l'objet aujourd'hui de réflexion pour établir une valeur absolue. Donc là, c'est ce qui est écrit en petit. Vous pouvez aller chercher sur cette référence si oui ou non vous êtes en attente d'une valeur absolue pour votre catégorie. Alors, ça rejoint une question qui a été posée tout à l'heure, c'est les possibilités d'adapter les objectifs. Donc, vous pouvez faire une demande de modulation de vos objectifs si vous vous rendez compte que vous avez des travaux qui sont disproportionnés sur le plan économique. Et ça se fait être déduite. Donc, ce critère, c'est par rapport au taux de retour sur investissement, qui sont fixés par la réglementation. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous devez déposer un dossier complet au plus tard en 2027 pour justifier donc d'une dérogation sur ce critère-là. Il y a également les contraintes techniques, le risque sur le bâti, architectural ou patrimonial qui sont pris en compte pour déroger aux objectifs. Et là, au-delà d'un dossier assez conséquent, vous avez donc l'avis d'un architecte compétent donc à établir. Donc là, vous voyez dans le cadre bleu que ces demandes-là nécessitent quand même d'avoir mis en place donc les éléments justificatifs solides. La dernière modulation, c'est une modulation qui se fait si votre volume d'activité varie. Et bien là, donc il n'y a pas de dossier technique à faire, ça se fera directement donc sur la plateforme Opéra dont je vais parler dans les diapos suivantes, qui donc pourra tenir compte du fait que votre activité s'est intensifiée. Donc du coup, vous pourrez avoir un objectif qui sera légèrement revu à la hausse pour prendre en considération le fait que voilà, vous avez une activité plus intense. J'en ai fini sur cette partie objectif un peu plus ardue que la première. Donc, s'il y a des questions, je vous écoute. Merci Virginie. Moi, j'ai une question par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure par rapport à l'UNESCO. Donc là, dans la dernière slide qu'on vient de voir, donc en fait,
le fait d'être UNESCO n'empêche pas d'être soumis à la réglementation, mais par contre, s'il y a une contrainte patrimoniale particulière, ça peut donner lieu à réduction. C'est ça que je comprends bien? Oui, c'est ça. Parce que, alors, un exemple très concret, les bâtiments, les bâtiments remarquables vont faire l'objet d'une protection pour garder, bien sûr, leur aspect. Si vous voulez faire des travaux de rénovation assez conséquents, et notamment, il y a des choses qui sont très efficaces, à savoir des rénovations par l'extérieur, on imagine bien que sur ce type de bâtiment, ce sera très compliqué. Et dans certains cas, il y a seulement la rénovation par l'extérieur, l'isolation par l'extérieur, pardon, qui permet donc de faire des réductions de consommation très importantes. Donc là, typiquement, pour ce type de bâtiment, on pourra être dans un régime dérogatoire parce qu'on ne touchera pas l'aspect patrimonial. D'accord, ok. Alors, on a une autre question. Alors, on a des questions sur le chat. Essayez, si possible, de poser plutôt vos questions dans l'onglet questions. C'est plus facile pour nous, comme ça, on peut les afficher à l'écran. Donc, il y a une question. Ai-je mal compris? Mais il me semble qu'en construisant un bâtiment neuf vertueux, il faudra suivre les MTD pour se réajuster à la valeur absolue de la décennie. Alors, effectivement, si vous avez un bâtiment neuf et vertueux, il y a de très fortes chances que vous atteigniez déjà, vous respectiez déjà l'objectif. Par contre, vous verrez, j'en parlerai dans la suite de ma présentation, il peut y avoir des dérives de fonctionnement. Il y a également la manière dont on utilise le bâtiment qui rentre en compte très fortement dans les consommations d'énergie. Donc, si les bâtiments neufs s'inscrivent dans le dispositif, c'est pour s'assurer, pour qu'on s'assure qu'ils restent bien au niveau de performance qui est prévu initialement à leur mise en service. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui demande si la plateforme Opera est déjà ouverte. Oui, alors j'y reviendrai tout à l'heure sur la plateforme. Très bien. Et il y a eu une précision, du coup je l'affiche, mais donc de Patrice, pour tout à l'heure, pour la question de Monsieur Laillé. Donc les gîtes ne sont pas assujettis. Merci Patrice. Et c'est tout pour le moment pour les questions. Ok, donc on va poursuivre. Donc maintenant une partie sur comment respecter cette réglementation. Il y a la première partie, les premières choses à faire par rapport à cette réglementation concernent la connaissance de son patrimoine et de ses consommations d'énergie. Et donc, ça se traduit comment? Ça se traduit pour vous par une obligation de renseigner annuellement vos consommations sur la plateforme Opera. Donc, l'échéance sera le 30 septembre de chaque année. Par contre, la première déclaration sera une déclaration plus détaillée. Et cette première déclaration, donc vous devrez la faire au plus tard au 30 septembre 2022. Et cette première déclaration portera sur les surfaces soumises à obligation, sur les activités que vous y exercez, sur les consommations annuelles par type d'énergie. Et donc là, vous devrez reporter à la fois les années de l'année 2020 et 2021. Toutes mes excuses, il y a un en trop dans mon support. Donc c'est bien 2020 et 2021. Et vous devrez également renseigner pour cette première déclaration la consommation de référence que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc pour cette première déclaration, il y a un travail à ne pas négliger de préparation pour collecter les données, donc bien connaître ces surfaces, disposer de toutes ces factures de consommation d'énergie. Mais également, il apparaît judicieux d'avoir un échange entre propriétaires, locataires, syndics, pour l'obtention de certaines données administratives qui seront nécessaires pour cette déclaration. Par exemple, si vous êtes locataire, vous aurez besoin du SIRET de votre propriétaire. Il y a une dénomination de bâtiment aussi à mentionner. Il y a des numéros de lot.
faut aussi que vous ayez en tête le type d'assujettissement dans lequel vous êtes. Je vous ai expliqué tout à l'heure les trois cas de figure, le bâtiment mixte, plusieurs bâtiments sur une unité foncière. Donc, voilà. Il y a un certain nombre d'aspects à avoir en tête pour pouvoir enseigner cette plateforme. Et un autre conseil, au-delà de cet échange que vous devez avoir entre propriétaires et locataires, c'est de ne pas hésiter à y aller en plusieurs fois. Donc, allez une première fois sur la plateforme, vous créez un compte, vous regardez un petit peu comment ça se passe. Et donc, vous comprendrez un petit peu mieux les choses de cette manière-là, parce que de prime abord, la plateforme qui essaie d'avoir une démarche itérative, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc, bon, ça peut être peut-être un peu déstabilisant. Alors, j'ai mis quelques copies d'écran pour vous donner une image de cette plateforme. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc là, vous avez un compte pour vous identifier. Enfin, vous devez créer un compte et après, vous vous identifiez. Vous avez une petite image ici de de l'interface quand vous déclarez vos consommations. Mais surtout, vous avez donc dans l'encadré rouge un guide utilisateur qui va vous donner un certain nombre d'informations pour appréhender le mieux possible cette plateforme. Donc, il se trouve dans les ressources du site Opéra. Donc là, vous verrez en toute fin de présentation, je vous ai remis tous les liens pour accéder aux différentes ressources que j'évoque au fil de ma présentation. Donc, toujours sur cette plateforme Opéra. Donc, il y a une question posée pour savoir si elle était opérationnelle. Oui, elle est opérationnelle. Vous pouvez créer votre compte, vous pouvez déclarer vos surfaces, vous pouvez déclarer vos activités et vos consommations d'énergie. La seule chose que vous ne pouvez pas encore faire, c'est déclarer votre année de référence. Donc là, la fonctionnalité sera opérationnelle au 1er avril 2022. Il y a une possibilité de déléguer la transmission de consommation. Donc, soit un prestataire, soit un gestionnaire. Donc là, il y a un système de mandat à mettre en place. Ça se fait également par la plateforme. Vous pouvez aussi donc demander, si vous êtes locataire, demander à votre propriétaire de déclarer les consommations. Et donc là, encore pour cet aspect-là, ça nécessite de se concerter entre locataires et propriétaires avant de renseigner les données sur Opéra. Si vous avez un patrimoine très, très important, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'import de données en masse vers la plateforme. Donc là, il y a vraiment des fichiers spécifiques qu'on retrouve dans toutes les ressources de la plateforme Opéra pour venir donc verser d'un coup tout votre patrimoine sur la plateforme. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais c'est assez bien expliqué sur la plateforme Opéra. Et enfin, à partir de janvier 2023, il y aura donc ce qu'on appelle l'interopérabilité possible avec les outils de suivi. Si vous avez un outil de suivi particulier pour suivre les consommations énergétiques de votre patrimoine, sachez qu'à partir de, normalement, janvier 2023, vous aurez une connexion qui pourra se faire assez facilement de cet outil vers la plateforme. Donc là, j'en ai terminé avec la plateforme Opéra et donc là, je vais vous parler davantage de donc l'atteinte des objectifs à proprement parler. Donc comme on l'a vu, il y a vraiment la partie qui va être « je dois connaître mon patrimoine et mes consommations » et après, il y a la partie « je me projette vers l'atteinte de mes objectifs » et pour cela, vous avez un certain nombre de leviers d'action disponibles, on va appeler ça le plan d'action, qui va concerner à la fois propriétaire, preneur à bail, occupant. Donc, l'un des premiers leviers, ça va être la performance énergétique des bâtiments. Donc, c'est tous les travaux d'isolation notamment que vous pouvez mener sur l'enveloppe. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure de l'isolation par l'extérieur. Donc, vous pouvez avoir aussi donc, des isolations qui se font en toiture, bien sûr. Vous pouvez utiliser des matériaux biosourcés qui sont des matériaux intéressants parce qu'ils ont un faible impact carbone, mais également qui sont extrêmement performants. Vous pouvez travailler sur vos menuiseries, ajouter des protections solaires. Un autre des leviers, c'est donc tout ce qui concerne les équipements.
Donc, vous pouvez installer des équipements plus performants, mais aussi faire en sorte d'avoir une gestion active de ces équipements. On va par exemple pouvoir remplacer des chaudières quand elles sont anciennes, énergivores, par du matériel plus performant. Vous pouvez donc recourir aux énergies renouvelables, que ce soit la géothermie, les panneaux solaires, les pompes à chaleur. Il y a d'ailleurs un intérêt pour vous à mettre en place des énergies renouvelables, parce que si c'est une exception dans cette réglementation, les consommations d'énergie renouvelable autoconsommées, c'est-à-dire que si vous avez des panneaux solaires sur votre toit et que vous consommez cette énergie, eh bien cette énergie, vous ne la déclarez pas. Ça veut dire que ça peut être aussi un des leviers pour atteindre votre objectif. Donc, toujours sur les équipements, il peut y avoir aussi des choses qui sont faites sur l'éclairage. Un autre levier, c'est tout ce qui concerne l'exploitation. Donc là, faire en sorte d'avoir des contrats de maintenance satisfaisants, d'avoir un suivi efficace aussi de vos équipements. Il y a l'adaptation des locaux à un usage économe, adapter, mettre des détecteurs de présence, adapter les éclairages au poste de travail. Et enfin, un levier non négligeable, c'est le comportement des occupants, tout ce qui va être éco-gestes, la sensibilisation à mettre en place. Donc, par rapport à toutes ces actions possibles, donc vous comprenez bien qu'il y en a certaines qui vont relever du propriétaire, il y en a d'autres qui vont davantage relever du locataire ou de l'occupant. Et donc là, il est encore indispensable d'avoir une discussion entre locataire et propriétaire pour définir le plan d'action, convenir de la répartition des coûts, sachant que les responsabilités propriétaires et locataires sont des responsabilités déjà connues. Ce n'est pas Écoénergie Tertiaire qui va dire qui paye quoi. Ce sera plutôt dans le cadre du bail qu'on pourra ajouter une annexe pour définir le qui fait quoi. Donc ça, c'était pour la partie atteinte de l'objectif. Donc par ailleurs, cette réglementation fait l'objet d'un suivi. Le suivi, ça se traduit comment? Déjà, il y a donc un système il y a une obligation d'affichage et un système de label qui est prévu. Donc, chaque fois que vous aurez fait votre déclaration de consommation d'énergie, eh bien, vous aurez une attestation numérique qui sera éditée et qui présentera vos situations vis-à-vis de l'atteinte de l'objectif. Et cette attestation, elle devra être mise en annexe d'un certain nombre de documents contractuels en cas de vente ou de location. Vous avez également donc un label qui va présenter finalement la valeur verte de votre établissement et qui qualifie globalement votre démarche de réduction de consommation d'énergie. Il y a également des contrôles qui sont prévus par les services de l'État et des sanctions. Donc, dans un premier temps, s'il n'y a pas de déclaration faite sur la plateforme Opera, il y aura bien sûr des rappels qui seront faits vis-à-vis de cette obligation. À défaut de mise en œuvre, on pourra proposer des mises en demeure et il y a une sanction vraiment en fin de processus si rien n'est fait, de publication des mises en demeure sans effet, ce qu'on appelle également name and shame, sur le site de la préfecture. Pour ce qui est de l'atteinte des objectifs, donc là, à partir de 2031, j'ai mis 2030, mais ce sera 2031, vu que l'objectif est en 2030, eh bien, si l'objectif n'est pas atteint, là encore, on reviendra, on rappellera l'obligation aux assujettis. Il pourra y avoir également une mise en demeure, notamment de réaliser un plan d'action. Et si vraiment rien ne se passe, on pourra se diriger vers des sanctions. 1 500 € pour une personne physique, 7 500 € pour une personne morale. Et là encore, si après le plan d'action, toujours rien n'est fait, on retombera encore sur une amende possible. Donc là, pour finir sur cette partie-là, vous trouvez ici une diapo synthétique sur le parcours finalement à suivre pour mettre en œuvre Écoénergie Tertiaire.
Donc, je ne vais pas forcément revenir dans le détail de cette diapo, mais c'est assez intéressant parce que ça synthétise finalement assez bien les choses. Je prends connaissance du cadre général, ce que vous êtes en train de faire, je m'informe sur cette réglementation, jusqu'à, voilà, j'avance pas à pas et je suis mes résultats, donc la dernière colonne. J'en ai fini sur cette partie-là. Donc, Meryl, je peux répondre à des questions s'il y en a. Oui, alors il y a une question qui, je crois, concernait la slide 29. Les délégataires doivent-ils être affiliés à un organisme particulier et ou inscrits sur un site particulier? Merci. Non, pas à ma connaissance. En fait, ça relève vraiment de la responsabilité de l'assujetti de désigner un mandataire. Donc, il y a différents types de mandataires possibles, mais à ma connaissance, il n'y a pas de critères particuliers fixés par la réglementation. Ok. Non, je ne vois pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va continuer sur la dernière partie. Pas de questions qui arrivent, donc Virginie, tu peux poursuivre. Oui, donc, oui, je vais passer un petit peu vite, oui, parce que quand même, c'est important de dire que j'ai recensé quelques aides. C'est loin d'être exhaustif. Il y a des aides qui sortent régulièrement. Donc, voilà, j'ai identifié quelques petites choses. Sur le site internet de l'Adréal, on a également donc une rubrique assez détaillée avec une fiche aide. Donc, vous pourrez aussi donc vous diriger vers ce document. Donc là, dans cette partie, je vous présente donc surtout quelques dispositifs qui concernent particulièrement le privé. Donc, pour vous aider dans la réalisation de votre diagnostic, quand je dis diagnostic, c'est connaissance de votre bâtiment et voir quels sont ses points forts, ses points faibles et qu'est-ce que je dois établir comme plan d'action. Donc, il y a des conseils et accompagnements qui sont proposés par BPI France. Alors déjà, vous avez un petit outil en ligne qui s'appelle Climatomètre qui peut vous permettre de vous auto-évaluer, mais aussi recevoir des recommandations personnalisées. Donc, à chaque fois, pour chaque aide, je vous ai mis le lien Internet pour avoir plus d'explications. Vous avez également le label Coq Vert qui, là, est plus une animation d'un réseau que vous pouvez rejoindre et vous permettre de bénéficier du retour d'expérience d'autres entreprises. Vous avez également un accompagnement qui s'appelle Diag Ecoflux qui concerne les entreprises supérieures à 20 salariés. Et donc là, c'est pour optimiser les flux de énergie, eau, matière déchets, l'ensemble des flux de votre entreprise. Et donc, il y a une aide financière à hauteur de 50% par l'ADEME. Toujours dans le conseil et l'accompagnement, vous avez la Chambre des métiers et de l'artisanat qui propose d'une part le programme Performant Environnement. Donc là, c'est réservé aux entreprises artisanales. C'est un diagnostic individuel gratuit qui est fait par un conseiller CMA qui vous propose des actions concrètes sur mesure. Vous avez un autre dispositif qui s'appelle TPE-PME gagnant sur tous les coûts. Donc là, c'est un accompagnement plus sur la durée, parce que ça peut durer 1 an, qui concerne les entreprises de moins de 20 salariés. Et donc finalement, vous ne participez vous ne financez finalement cet accompagnement que si vous avez un gain réel en économie d'énergie. Alors, maintenant, sur la partie plutôt conduite des travaux, vous avez des appuis financiers. Un appui financier qui peut peut-être être d'abord un petit peu complexe, qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, mais qui est quand même un dispositif très efficace, parce que c'est vraiment des aides financières que vous pouvez avoir pour financer une partie de vos travaux, voire des équipements.
Et dans certains cas, vous avez des aides qui sont bonifiées. Donc là, actuellement, pour le tertiaire, vous pouvez donc être aidé sur tout ce qui est changement d'équipement de chauffage ou production d'eau chaude, dès lors que c'était des équipements sur des énergies type charbon, fioul, gaz, autre qu'à condensation. Donc là, vous pouvez avoir énormément d'opérations qui sont financées. Vous avez la liste exhaustive de ce qu'on appelle les fiches standardisées, donc qui montrent bien toutes les opérations sur lesquelles vous pouvez avoir une aide financière. Donc, n'hésitez pas à vous pencher sur ces dispositifs qui sont particulièrement intéressants. Vous avez toujours dans les appuis financiers des prêts qui sont proposés par l'ADEME et BBI France pour cofinancer des programmes d'investissement, donc ça pour toutes les TPE, PME, dès lors que le projet vise à améliorer la performance énergétique de votre site. Et enfin, vous avez le Fonds Chaleur, qui est donc un dispositif assez ancien, mais qui va vraiment être une aide financière pour l'installation, pour l'utilisation d'énergie renouvelable ou la récupération d'énergie perdue. Donc, j'en ai fini pour ces quelques dispositifs, sachant que j'insiste, hein, ce n'est pas forcément exhaustif. Vous avez d'autres supports qui peuvent recenser les aides, et donc je reviendrai tout à l'heure sur ces dernières diapos, à moins qu'il... Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Je peux poursuivre ou enchaîner sur la partie ressources, documentaires et contacts, ou faire une pause questions. Meryl, vous me dites. Il y a quelques questions. Alors déjà, tout d'abord, question technique. Est-ce que le support PowerPoint pourrait être diffusé ou pas? Bien sûr. Oui, ok, super. Bon, bah, du coup, je vous l'enverrai à tous les inscrits. Et il y a également une autre question. Quand un bâtiment regroupe des activités secondaires et tertiaires pour justifier, il faut donc installer un compteur électrique supplémentaire pour distinguer les consommations, ou bien une estimation suffit? Non, il va falloir mettre en place des sous-comptages. D'accord, donc il faudra installer un autre... Oui. Ok. Et une autre question, pour les hébergements touristiques, les mobil-homes chalets sont-ils concernés? Alors, on a vu que les gîtes, non, mais... Je pense que non, ils ne seront pas concernés non plus. Alors, Patrice, peut-être que tu as repris la foire aux questions, mais je pense qu'on est dans le même cas de figure. Ils ne seront pas concernés. Mais bon, on pourra vous confirmer les choses, hein, ou renvoyer vers la question-réponse. Et alors... Ah oui, donc Patrice a écrit du coup dans le chat. Donc, en complément d'une réponse de Virginie, quel que soit le délégataire choisi, ce sont les assujettis qui restent responsables des données déclarées sur la plateforme Opera. Donc ça, c'était par rapport à la question de tout à l'heure sur les délégataires. Et en complément, Meryl, parce que je refouillais la foire aux questions et la réponse à la même question que j'ai regardée tout à l'heure. Alors, mobil-homes et chalets ne sont pas explicitement mentionnés, mais il y a des points de suspension à différents endroits. Je pense que dans l'esprit, les mobil-homes ne seront pas assujettis parce que justement, ils sont mobiles. Donc, je pense qu'ils sortent du lot. On vérifiera. Les chalets, là, faut peut-être par contre vérifier un petit peu plus. Voilà. C'est une première réponse, mais on vérifiera et on répondra. D'accord. Peut-être aussi, Virginie et Patrice, il y a peut-être une adresse où on peut vous contacter si jamais les chefs d'entreprise ont d'autres questions ou des cas particuliers par rapport à leur situation, ou est-ce qu'il y a une adresse de contact généraliste de la DREAL à laquelle on peut écrire si on a des questionnements par rapport à ce décret? Bah, du coup, je vais enchaîner sur la fin de ma présentation. Ah ben oui, voilà. Pardon, j'ai anticipé. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, déjà, ici, vous retrouvez sur cette diapo toutes les références réglementaires. Si vous voulez vraiment donc rentrer plus dans le détail et avoir une approche plus de juriste, vous pouvez tout à fait donc retrouver tout ce que je vous ai dit au travers de ces différentes références réglementaires. Ici, je vous ai mis quelques ressources.
Donc, à l'instant, Patrice donc, consultait la foire aux questions nationales. Donc là, il y a 100 questions, au moins, je n'ai pas fait le compte, au moins 100 questions-réponses. Donc, quand vous vous posez une question, n'hésitez pas à aller sur cette foire aux questions. Vous avez le lien qui est mentionné ici. Si vous souhaitez approfondir les choses sur la question de l'assujettissement, les entiers fonctionnels, les objectifs, vous avez des supports toujours à la même adresse qui sont assez bien faits pour davantage vous expliquer les choses. Vous avez des documents de communication, alors là, cette fois, très synthétiques, 4 pages et 2 pages. Vous avez le fameux guide Opéra que j'ai mentionné tout à l'heure, qui vous aidera à faire votre déclaration. Ensuite, j'ai mis en avant des ateliers pédagogiques organisés par Bordeaux Métropole qui sont très bien faits. Il y a eu 5 séquences organisées. Ça a démarré en 2021. Alors, les séquences sont assez longues. Elles durent 2h30. Mais si vous allez sur le lien, vous verrez que ces séquences sont assez spécialisées. Et donc, si vous voulez avoir une approche un peu de formation assez détaillée sur ce dispositif, voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de regarder ces séances. Et enfin, donc, je vous ai mis le lien vers la rubrique Internet détaillée du site de l'Adréal. Et dans cette rubrique, vous avez notamment une fiche qui détaille toutes les aides qu'on a pu recenser. Là encore, ça se veut le plus exhaustif possible, mais bon, c'est difficile de suivre au jour le jour. Mais donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cette rubrique. Et pour ce qui est des contacts, donc vous avez deux possibilités. Eh bien, soit vous vous dirigez vers le niveau national, où là, vous avez donc un contact qui se trouve sur la plateforme Opéra, mais qui est vraiment donc l'endroit pour poser des questions réglementaires ou sur le fonctionnement de la plateforme Opéra. Dès lors que vous n'allez pas trouver votre réponse dans la foire aux questions. Mais vous pouvez aussi vous diriger vers nous. Donc, je reste bien sûr votre interlocutrice avec Patrice Grégoire. Et vous avez une boîte fonctionnelle où vous pouvez nous adresser vos questions. En effet, j'avais un peu anticipé. Il n'y a pas de souci. C'était prévu. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas, c'est le moment. Si jamais vous avez encore des interrogations. Moi, je me suis posé la question. Alors, peut-être que ça a été dit en tout début, mais il y a eu beaucoup d'infos. Si on a déménagé au cours des 10 dernières années, on se base sur quoi, du coup? Si on a déménagé au cours des 10 dernières années, oui. L'entreprise a changé de localisation. Oui, pour connaître... pour connaître les objectifs, du coup. Pour connaître son année de référence, tout à fait. Ouais. Dans ces cas-là, il faut se diriger vers l'ancien occupant pour essayer d'obtenir les années de consommation avant son installation dans le bâtiment. Mais sans oublier qu'il y a plus ou moins d'intérêt à aller faire une recherche, entre guillemets, archéologique sur toute sa période de consommation, sur les consommations de ces 10 années. J'ai un petit peu distrait le cas de figure de bâtiments anciens. De toute façon, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à aller chercher les consommations des 10 dernières années? Pas forcément. Donc, vous pouvez vous rester sur les 2-3 dernières années qui sont vos années d'occupation. D'accord, mais du coup, on se base vraiment sur le dernier bâtiment qu'on occupe. En fait, c'est pas sur les 10 dernières années. Ah, bien sûr, oui. Je n'avais pas bien compris votre question, Meryl. Oui, en fait, vous ne déclarez que pour le bâtiment que vous occupez. Ok, voilà. D'accord, très bien. Alors, on a une autre question. Cela veut dire que le nouveau propriétaire est lui aussi engagé? Cela veut dire que... Alors, par rapport à... si une alors, j'imagine, mais sinon, madame, n'hésitez pas à compléter dans le chat si on a mal compris. Mais moi, ce que je comprends, c'est que, par exemple, on est une entreprise, on a été pendant 9 ans quelque part, là, on vient d'acheter des nouveaux locaux, on est nouvellement propriétaire sur ces nouveaux locaux, quelque part, on est engagé sur ce que la personne a fait pendant les 9 ans auparavant sur ces Exactement.
Exactement. D'accord. Alors, par contre, cette situation de reprendre entre guillemets un passif un peu lourd, parce qu'effectivement, si on a acheté des bâtiments très énergivores, ben, on se retrouve face à cette responsabilité de devoir donc avoir à sa charge de baisser les consommations d'énergie. Mais cette situation, dans l'avenir, ben, sera... en tout cas, on pourra toujours vendre un bien, mais on achètera en connaissance de cause parce que chaque acte de vente sera associé à l'attestation éditée par la plateforme Opéra qui indique voilà, la situation de ce bâtiment par rapport à l'atteinte de ses objectifs. Dans le futur, on louera un bâtiment ou on achètera un bâtiment en connaissance de cause. D'accord. Et ça, c'est déjà en place ou ce sera en place à partir de quand? Non, ce n'est pas encore en place parce qu'en fait, c'est lié à la fonctionnalité de la plateforme Opéra. Et comme les premières déclarations vont avoir lieu en septembre 2022, ça ne pourra intervenir qu'après. D'accord, d'accord. OK. Et la répartition, du coup, entre ce qui relève du locataire ou du propriétaire, ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est directement inscrit dans le bail déjà aujourd'hui, en fait. C'est en fonction des catégories de travaux à faire. Ça relève de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que oui, soit c'est inscrit dans le bail, soit ça peut l'être. Sur des bâtiments qui font plus de 2000 mètres carrés, vous avez déjà l'obligation d'avoir, je crois, ce qu'on appelle une annexe verte. Donc, un certain nombre de choses convenues entre propriétaires et locataires par rapport donc aux consommations énergétiques. Mais après, les réglementations par rapport à la location de bâtiments prévoient déjà ceux qui relèvent du propriétaire, ceux qui relèvent du locataire. Alors, on ne pourra pas demander à un locataire de payer une isolation par l'extérieur. On ne pourra pas lui imposer, le propriétaire ne pourra pas lui imposer ça. Donc là, c'est vrai qu'on vous renvoie aux responsabilités, obligations de propriétaires et locataires par rapport à la répartition des actions et du paiement des différentes actions. D'accord, ok. Merci. Alors, on a une autre question, deux autres questions. Je vois que les entreprises du secteur tourisme, hôtellerie sont assez inquiets. Donc, pour les campings, est-ce que les sanitaires sont concernés? Les sanitaires à proprement parler, c'est vrai que une salle de... Alors là, sur ce point particulier, je ne saurais pas vous répondre, mais je dirais que sur un camping, on peut avoir un lieu de restauration, une petite supérette. Donc là, clairement, on est sur des activités tertiaires. Est-ce que à cela, on ajoute, oui ou non, les sanitaires? J'aurais tendance à dire oui, mais on vous confirmera les choses. Okay. Donc n'hésitez pas à écrire peut-être directement à Virginie, comme ça ce sera peut-être plus facile pour vous de revenir vers chacun. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'il existe des intervenants extérieurs qui peuvent s'occuper de faire ce suivi pour nous ou nous aider dans les démarches? Alors là, je ne peux pas vous donner une liste de bureaux d'études sur ce sujet-là. J'en suis désolée. Mais on peut imaginer qu'il y en a qui vont se positionner. Oui, j'imagine que des bureaux d'études se positionnent dès à présent, mais parce qu'il y a des bureaux d'études qui font d'ailleurs des formations sur ce sujet. Donc, il y a des bureaux d'études qui se sont emparés de la thématique, c'est sûr. D'accord. Il ne suffit pas de vouloir ou d'être contraint. La principale difficulté est de trouver le professionnel compétent qui saura concevoir, chiffrer et réaliser l'ensemble du projet de rénovation énergétique de notre bâtiment. Nous n'avons pas cette compétence et nous ne savons pas à qui nous adresser. Oui, donc ça rejoint la question précédente en fait d'un potentiel bureau d'études qui pourrait aiguiller les chefs d'entreprise pour pouvoir conduire cette démarche.
Oui, alors donc il y a effectivement le tissu des artisans aussi qui vont devoir monter en compétence sur ces sujets-là, même si les sujets de la rénovation énergétique sont quand même déjà bien prégnants. Après, il y a la possibilité aussi pour s'assurer de la réussite de son opération de rénovation, il y a la possibilité de se faire accompagner au travers de différents dispositifs, notamment le contrat de performance énergétique. Donc là aussi, ça nécessite de trouver le bureau d'études en capacité de vous proposer ça. Mais ce type de dispositif, c'est donc un bureau d'études qui vous accompagne et qui s'engage sur l'atteinte des objectifs. Donc, vous pouvez aussi vous diriger vers des types de contrats qui vont quelque part vous garantir l'atteinte de l'objectif, et là, en l'occurrence, celui fixé par Éco-Énergie Tertiaire. Donc, autant je vois bien qu'il y a des systèmes pour vous assurer que vous allez atteindre l'objectif, autant aujourd'hui, on n'est pas en capacité de vous donner une liste des bureaux d'études qui pourraient vous accompagner. Oui, donc pour l'instant, c'est vraiment chacun recherche directement, j'ai envie de dire, sur Internet. Enfin, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil là pour commencer à travailler? Après, c'est toujours un petit peu difficile pour les services de l'État de conseiller un bureau d'études par rapport à un autre. Oui, bien sûr. Au risque d'en oublier et de faire de la concurrence déloyale. Mais Patrice, tu veux intervenir? En complément, comment dire, cette réglementation ouvre sur une telle nouvelle activité de rénovation énergétique avec une visibilité sur plusieurs décennies, que je pense que, l'offre est en train de se développer extrêmement grandement à tous les étages, c'est-à-dire que ce soit au niveau études, pré-diagnostic, qu'en termes d'offreurs de services plus ou moins complets et aussi d'installation d'équipements. Il faut regarder un peu, on ne peut pas, vous pouvez le comprendre, vous aiguiller vers un acteur plus qu'un autre. Par contre, il y a des réseaux d'acteurs qui existent aujourd'hui, qui existaient avant le décret tertiaire, autour de l'énergie, la rénovation énergétique et de sujets connexes. Voilà, je vous invite à chercher ces réseaux d'acteurs. Il y en a un, je peux vous mentionner sans problème, c'est l'AT2E, atee.fr. Vous allez sur leur site, je crois que c'est .fr ou .org, je ne sais plus. Voilà, vous avez l'annuaire des membres de l'AT2E. Il y a d'autres organisations de la sorte où vous avez accès aux membres de ces organisations et vous pouvez identifier des entreprises particulières qui peuvent vous accompagner sur une étape du respect de la réglementation et de la mise en œuvre de travaux. C'est l'association technique énergie-environnement, c'est ça? ATEE. C'est ça. Okay. C'est ça. Et la liste de leurs membres est accessible, par exemple. Mais après, c'est à chacun de regarder, de fouiller un petit peu, de se faire une opinion, de prendre contact. Voilà. Oui, non, mais c'était plus pour pouvoir aiguiller les chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être aussi, donc j'ai retenu chercher le contrat de performance énergétique. Ça peut être des mots-clés qui peuvent aiguiller vers des bureaux d'études qui ensuite peuvent les accompagner. Oui, tout à fait. Okay. Après, il y a l'ADEME aussi qui propose des aides. Donc, ça peut être aussi une porte d'entrée. Ok, super. Alors, on avait d'autres questions. Y a-t-il une grille qui liste les surfaces à usage tertiaire qu'il faut intégrer dans le total des surfaces éligibles? Sanitaires, archives, halls, etc. Alors, c'est la surface plancher qui doit être prise en considération. Donc, effectivement, un hall, vous le prenez quand vous êtes dans un… Alors, si vous êtes dans un immeuble mixte, les choses pourront se faire au prorata. Mais
dans un bâtiment exclusivement tertiaire, vous prenez bien sûr en considération le hall et vous prenez bien sûr en considération les sanitaires. Donc finalement, ça répond un petit peu à la question qui était posée tout à l'heure par la personne sur les campings. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, dans le cumul des surfaces tertiaires présentes dans le camping, on va prendre les sanitaires parce qu'on prend toujours les sanitaires associés, on raisonne en surface plancher et on... D'accord. Ok. Et on a une dernière... non, on a... Oui, on a une dernière question. Est-ce qu'il existe des exemples concrets avec des chiffres de consommation pour bien comprendre l'histoire de la valeur relative et absolue? Il me semble qu'il y avait une slide ou en tout cas il y avait un petit graphique qui était assez parlant tout à l'heure. Oui. Alors écoutez, alors c'est traité par la foire aux questions également. Je ne vois pas forcément. Ça a été traité également dans les ateliers de Bordeaux Métropole que j'ai cités tout à l'heure dans les références. Vous avez donc déjà 5 ateliers qui sont en replay et vous avez des explications plus détaillées que ce que je n'ai fait parce que bon, l'atelier portait exclusivement 2h30 sur les objectifs. Donc, si vous allez sur les ateliers Bordeaux Métropole, vous pourrez retrouver des informations plus précises sur cet aspect de l'objectif en valeur relative. Et par ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur la boîte fonctionnelle et je vous ferai passer ce qui concerne ce sujet-là, plus précisément. Ok, super, merci Virginie. Alors, on a un commentaire dans le chat. Il y a aussi dans les adhérents de la CPME qui nous réunit aujourd'hui des BET qualifiés pour cela. Peut-être demander un BET qualifié, par exemple, la qualification 1905 OPQIBI, par exemple, pour les audits énergétiques. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Hein. Je ne suis pas sûre de savoir ce qu'est un BET qualifié, mais... Alors, il n'y a pas de... Éco-énergie tertiaire ne préconise pas forcément de s'associer à un label particulier, donc bon, après, ou une qualification particulière. Effectivement, ce sont des qualifications qui sont reconnues, donc qui peuvent permettre de faire son choix. Mais là encore, voilà, nous, service de l'État, c'est pas votre toujours rôle, compliqué. Voilà, c'est pas forcément valider ou pas valider. Voilà. En effet, peut-être. Mais l'idée suggérée par José Fernandez est bonne. Effectivement, si on a pas mal de surfaces tertiaires et que on veut y voir clair sur l'ampleur des travaux possibles, des éventualités possibles. Faire un audit énergétique sérieux, peut nécessiter de s'appuyer sur un bureau d'études, qui est reconnu, qui est qualifié pour faire un audit assez complexe. Tout à fait. Ok. Eh bien, on a répondu. Ah non, encore une dernière question. Que faire lorsque quelques milliers d'euros annuels d'économie d'énergie nécessiteront plusieurs millions d'euros de travaux? Alors, oui. Ça nécessite d'être évalué parce que bon, c'est un petit peu une question piège, je dirais. Donc, il en fallait quelques-unes, hein, on avait eu des questions. Il y a des actions qui portent sur l'utilisation proprement parlée d'un bâtiment qui ne coûte rien. Donc, tout ce qui est éco-geste, donc il y a des coûteux, des actions qui sont très onéreuses, mais d'autres qui le sont moins. Donc, je pense qu'il faut faire son plan d'action et. En complément. Oui, allez-y, Patrick. Je pense qu'on est sur une tendance pluriannuelle, bien sûr, lourde, où
le niveau de location d'un mètre carré d'une surface tertiaire va être de plus en plus fonction de sa performance énergétique. Également, le prix de vente. Et deuxième élément, il n'est pas exclu que les quelques milliers d'euros d'économie d'énergie aujourd'hui deviennent quelques dizaines de milliers d'euros dans un certain nombre d'années, avec l'augmentation du prix de l'énergie à laquelle on peut s'attendre. Donc voilà, il faut faire un calcul, il faut voir l'ampleur des travaux qui peuvent être menés. Il y a la planification aussi, la planification dans le temps des travaux en fonction de leur coût. Voilà, faut étudier ça, mais donc il ne faut pas forcément se braquer sur une première vision, comment dire, qui peut paraître comme ça un peu inenvisageable. N'oubliez pas aussi qu'il y a l'option énergie renouvelable qu'a évoqué Virginie, voilà, qui est très importante. Vous y gagnerez à un moment ou à un autre en termes de décarbonation. Et puis, ça baisse votre niveau de consommation d'énergie. Et puis, autre point pour compléter, donc j'ai évoqué ça tout à l'heure, il y a quand même une notion de temps de retour sur investissement qui est prise en compte dans cette réglementation. Oui, c'est ça, les échéances sont quand même… il y a une dérogation qui est possible dès lors qu'on a un temps de retour sur investissement qui est trop élevé. Cet aspect quand même économique est pris en compte par la réglementation. Oui. On a du coup M. Fernandez qui commentait, qui disait on n'a pas parlé des pénalités, je crois. Alors si, il me semble qu'il y avait une slide là-dessus, mais il me semble qu'elles ne sont pas énormes. Il faudra peut-être parfois accepter ces pénalités. C'est comme pour tout, en effet, parfois, voilà, tout le monde ne pourra peut-être pas se mettre à jour, j'ai envie de dire, dès la première année, mais l'idée, c'est que c'est ce qu'on se disait, Virginie, en préparant ce webinaire, c'est que c'est des échéances à très longue durée, mais il faut l'anticiper dès aujourd'hui pour que vous puissiez avoir le temps de vous retourner, de faire les démarches nécessaires et oui, d'engager cet investissement, qui est quand même un investissement écologique. Alors, par comparaison avec d'autres, plutôt par retour d'expérience avec d'autres réglementations, avec des dispositifs de sanction, les dispositifs de sanction, sont révisables, notamment à la hausse. Ce n'est pas du tout pour faire peur, c'est juste la réalité. Je peux vous parler des bilans d'émissions de gaz à effet de serre obligatoires des entreprises. Le dispositif de sanction a été revu à la hausse il y a une année et demie à peu près. Voilà. Ensuite, le premier vraiment objectif, la première échéance où sera regardée l'atteinte de votre objectif, c'est 2031. C'est à la fin de l'année 2030. Donc, c'est dans 8 ans. Donc, il y a quand même un peu de temps pour réfléchir ces rénovations, son plan d'action, qui ne relève pas forcément que de gros investissements, comme l'a bien souligné Virginie. Il y a comment on utilise ces locaux, il y a les comportements individuels, il y a la bonne gestion des équipements existants sans même les changer. Donc, il faut grader déjà sur ce qui peut rapporter à moindre coût. C'est ça, il faut déjà avoir une bonne image de à aujourd'hui, comment sont utilisés mes locaux, faire peut-être de la sensibilisation de ses salariés, mettre en place les bons gestes. Parfois, c'est ça aussi, sensibiliser l'humain, c'est ce qui parfois prend plus de temps que de faire de l'investissement technique, j'ai envie de dire. Alors, on a déjà un petit peu dépassé l'horaire. On va prendre les 2 dernières questions qui ont été posées et je pense qu'après, on n'en prendra plus. Je vais libérer mes intervenants. Sur un site de production, les locaux de stockage de MP, de matières premières, j'imagine, et d'articles de conditionnement, carton, flacon, doivent-ils être considérés comme tertiaires ? Donc, alors, dès lors qu'on est sur des matières premières, donc c'est traité par la foire aux questions. Il y a une question-réponse là-dessus. Donc non, ce qui est matière première ne relève pas du stockage. Quand on parle de stockage, c'est le stockage longue durée et le stockage tampon courte durée n'est pas pris en considération. Donc, c'est vraiment la partie stockage produit fini longue durée. Ok.
Merci. Alors, la démarche éco-énergétique sera-t-elle obligatoire dans les années à venir? Alors, la démarche éco-énergétique. Une question. Si vous pouvez préciser dans le chat, peut-être, de quoi il s'agit. Et en attendant, on va prendre une autre question qui vient d'apparaître. Virginie, vous avez évoqué la pause nécessaire du sous-compteur tertiaire. Sera-t-il accepté l'évaluation de l'année de référence avant la pause de celui-ci? Oui, alors par contre, pour l'année de référence, effectivement, ce sera si vous n'avez pas de sous-compteur, donc bien sûr, pour l'année de référence, on a la possibilité de la modéliser de différentes manières. Donc effectivement, là, vous avez, pour l'année de référence, bien sûr, on est coincé. Donc du coup, vous avez la possibilité soit de faire une estimation pro rata des surfaces, mais vous pouvez aussi faire des choses un petit peu plus fines en faisant donc un sous-comptage ponctuel sur vos locaux et après, par une règle de 3, essayer de réévaluer les choses sur votre année de référence. Donc, je pense que je vous ai perdu sur ma réponse. Parce que c'est vrai que je vous parlais des cas de bâtiments mixtes. Mais en tout cas, par rapport à votre année de référence, oui, c'est ça, c'est qu'on parle de bâtiments mixtes. Donc, quand vous êtes sur des bâtiments mixtes, donc vous devez faire vous faites une estimation. Et c'est traité dans la foire aux questions aussi, vous avez différentes manières de le faire. Voilà. Et vous pouvez me renvoyer une question, je vous renverrai le lien vers la question-réponse qui traite de manière détaillée ce point-là. Ok. Oui, alors on a une précision du coup par rapport à la personne qui avait posé la question sur l'obligation. Donc, les bâtiments tertiaires seront-ils amenés à faire obligatoirement une démarche d'amélioration d'énergie, comme engager les travaux d'isolement et de pollution? Du coup, ça dépend vraiment, pour l'instant, des 1000 m² ou pas, qu'on a expliqué en début, si j'ai bien compris. Oui, donc si les bâtiments qui sont dans un ensemble tertiaire qui font plus 1000 m², même si vous faites 50 m², mais que vous êtes dans un ensemble de 1000 m², vous êtes soumis à l'obligation. Par contre, si vous n'êtes pas dans un ensemble de 1000 m², oui, vous n'êtes pas soumis à cette réglementation. Mais par contre, rien ne vous empêche, malgré tout, de vous inscrire sur la plateforme Opéra, qui peut être un outil assez intéressant pour suivre votre consommation d'énergie. Et puis essayer donc d'initier une démarche sans pour autant avoir une contrainte réglementaire, mais vous mettre dans une dynamique de réduction de vos consommations d'énergie. Donc, il y a vraiment le cas des bâtiments qui sont assujettis parce que dans un ensemble de plus de 1000 m² et les autres. Oui, et puis en plus, on n'est pas à l'abri que la réglementation évolue peut-être dans les années à venir et que les moins de 1000 m² soient un jour touchés. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est une suggestion qui avait été faite dans le cadre de la Convention citoyenne d'abaisser le seuil à 500 m². Finalement, ça n'a pas été retenu. Mais bon, on voit bien qu'on aura plutôt une tendance à aller vers un seuil qui se réduit. Donc, rentrer le plus tôt possible dans la démarche, c'est plutôt une bonne chose. Ben, ça permet d'anticiper, voilà, d'investir peut-être plus stratégiquement, d'étaler ses coûts. Donc, on vous engage à le faire le plus tôt possible. Ben voilà, voilà, ça répond exactement à la dernière question, qui était la même. Est-ce que ce sera obligatoire dans les années à venir pour les surfaces inférieures à 1000 m²? Très bien. Eh bien, nous avons répondu à toutes les questions. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous les deux pour votre intervention. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. J'imagine que les participants aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir la foire aux questions dans un premier temps. Et puis, si vous ne trouvez pas vos réponses là-dessus, à contacter Virginie, qui a déjà apporté beaucoup d'informations aujourd'hui. Merci.
Avec plaisir. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Meryl, pour cet accueil. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, Meryl. Au revoir. Au revoir.